Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Bonjour chez vous. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, un débat avait lieu hier soir au Sénat sur le coronavirus et les mesures à prendre face à l'épidémie. Avec une confirmation hier du gouvernement, il n'envisage pas de reporter les municipales. On va parler de tout ça avec le sénateur Les Républicains de la Marne, René-Paul Savary. Il est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction les Vosges et la petite commune de Les Voivres. Commune de 300 habitants qui s'est redynamisée en jouant sur ses atouts locaux, notamment la filière bois. Et puis enfin, dans le club des municipales, on reviendra entre autres sur le débat hier soir des candidats à la mairie de Paris. Qui est sorti vainqueur de ce débat? On en débattra avec le club. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 5 mars. 285 personnes sont contaminées en France par le coronavirus, dont 15 dans un état grave. Emmanuel Macron réunira aujourd'hui à 16h des états généraux de la recherche sur le coronavirus. Et puis une réunion entre les associations d'élus et plusieurs ministres aura également lieu cet après-midi. L'Assemblée nationale examine la seconde partie de la réforme des retraites, la loi organique. Hier soir, elle a voté le principe d'une règle d'or sur l'équilibre financier du futur système. L'Assemblée nationale qui, par ailleurs, a rejeté hier la commission d'enquête demandée par les socialistes sur l'étude d'impact de la réforme. Les signataires d'impact du pouvoir de vivre, dont Nicolas Hulot et Laurent Berger, appellent les futurs maires à appliquer 10 mesures écologiques et sociales qu'ils jugent indispensables. Parmi ces mesures, le développement des alternatives pour diminuer les trajets en voiture, un objectif de 60% de bio et local dans les cantines ou encore un objectif de réduction de l'utilisation des pesticides de 50% dans les zones agricoles. Et on débute avec le sénateur du jour, élu de la Marne, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour René-Paul Savary. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer par le coronavirus. Avant de voir ce qui s'est passé hier au Sénat, une question, vous qui êtes médecin, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce coronavirus? Je dis, rassurons la population, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut prendre des précautions. Il y a véritablement avoir un comportement individuel et rompre un peu avec les habitudes, ne pas se serrer les mains, se laver régulièrement les mains, pas forcément sauter au cou des enfants, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelques liens affectifs qu'il faut un peu rompre pendant ces temps-là. Et c'est en faisant en sorte de prendre ces mesures que l'épidémie ne se propagera en tout cas moins vite. Mais moins vite parce que pour le vol, elle va se propager. Un passage à ce qu'on appelle le stade 3, c'est inéluctable pour vous? Quand il y a une épidémie virale, on le sait, on va arriver, on n'est pas encore au stade de l'épidémie, on est à l'endémie, je pense, mais ça va forcément tourner vers l'épidémie vu le contexte international. Eh bien, effectivement, il y a des mesures à prendre sur le plan national. Passer à un stade 3 veut dire un certain nombre de dispositions, selon les territoires, selon l'endroit où il y a des foyers, et puis des mesures individuelles où il faut, dans la mesure du possible, éviter certains déplacements, certains contacts, pas forcément aller voir ces personnes âgées à la maison de retraite, etc. Donc il faut véritablement que nos concitoyens non pas s'y inquiètent, mais prennent des précautions. Allez, justement, un débat avait lieu hier soir au Sénat pour savoir si la France est prête à faire face à cette épidémie. On va en parler avec notre journaliste Yves Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Réane, bonjour René-Paul Savary. Et Steve, le Sénat qui poursuit donc sa mobilisation autour du coronavirus. On le disait hier, un débat organisé sur ce thème dans l'hémicycle. Un débat sur les mesures prises par le gouvernement pour limiter les risques de propagation. Ce débat, il a été demandé par la Commission des affaires sociales. Objectif: pédagogie, apaisement d'un climat que certains sénateurs considèrent comme anxiogène. On l'aura compris, pas de place à la polémique dans l'hémicycle alors que 4 personnes sont décédées en France. Alors comment s'est déroulé ce débat, Steve? En plusieurs temps, selon l'ordre des prises de parole. D'abord le gouvernement, puis les groupes politiques et puis enfin une séance de questions-réponses. Olivier Véran est venu au Sénat avec un mot d'ordre: la transparence. Le ministre de la Santé qui a aussi rendu hommage aux professionnels de santé. Écoutez. Et si c'est par gros temps que l'on reconnaît les bons marins, je peux vous assurer que tous les professionnels de santé que j'ai rencontrés ces derniers jours m'ont impressionné par leur réactivité, leur sang-froid et leur sens du devoir.
Voilà pour Olivier Véran, le stade 3 de l'épidémie n'est pas encore atteint. Le stade 3, Oriane, c'est lorsque le virus est répandu sur l'ensemble du territoire et qu'il n'est plus possible d'identifier les chaînes de contamination. Et justement, est-ce que les sénateurs ont été rassurés par les propos du ministre? Ils ont en tout cas été rassurants. Alain Milon a rappelé que la grippe saisonnière faisait elle aussi des milliers de morts chaque année en France. Il faut, selon le président de la Commission des affaires sociales, lutter contre les fake news, les fausses nouvelles et remettre de la rationalité dans le débat public sur ce thème. Certains sénateurs ont néanmoins eu un message plus politique et ont réclamé plus de moyens pour l'hôpital public. C'est le cas notamment de la communiste Laurence Cohen. Écoutez. Comme Madame Buzyn, vous semblez aimer le jeu de bonneteau, puisque vous annoncez débloquer 260 millions d'aides pour les hôpitaux. Mais détail important, ce soutien financier sera pris sur les réserves de l'exercice budgétaire 2019 non dépensées. Autrement dit, sur le budget de l'hôpital lui-même. Belle entreprise de com', mais pas de volonté réelle de répondre aux besoins de santé. Et Steve, est-ce que le gouvernement a fait de nouvelles annonces? Pas de nouvelles annonces hier au Sénat. On le sait, le gouvernement a déjà annoncé ces dernières heures l'encadrement des prix pour les gels hydroalcooliques. Il a affirmé qu'un report des municipales n'était pas à l'ordre du jour. Il a enfin ordonné la réquisition des masques de protection. Ces masques qui, Olivier Véran l'a rappelé hier lors du débat dans l'hémicycle, ne sont pas utiles pour la population au quotidien. Il n'existe à cette heure toujours aucune recommandation nationale ou internationale sur le port du masque pour lutter contre la propagation du coronavirus. Oriane. Merci beaucoup Steve pour ce compte-rendu du débat. Steve le rappelait, c'est votre commission, René-Paul Savary, qui a demandé ce débat. Est-ce que vous avez eu les explications que vous attendiez? Tout à fait. Nous avions déjà organisé un débat avec les grands responsables et les professeurs de médecine concernés il y a 2 jours et qui nous avaient donné un certain nombre de précisions. Je voudrais simplement rappeler que c'est un virus relativement contagieux. Contagieux, c'est-à-dire que quand une personne en rencontre d'autres, 3 à 4 personnes peuvent être touchées, donc c'est contagieux plus que d'autres virus, moins que d'autres également, et que par contre, il est moins pathogène que d'autres transmissions virales. Ça veut dire que quand les gens sont touchés, la maladie est moins grave. Mais il y a toujours les personnes fragiles qui sont touchées. Je pense qu'il faut que nos concitoyens prennent conscience qu'il y a des mesures de précaution à prendre, je l'ai dit, mais également que quand il y a les épidémies de grippe, plus les personnes sont vaccinées, moins la maladie se transmet. Donc on voit qu'on peut rompre la chaîne de transmission par des mesures comportementales individuelles, par des mesures de vaccination quand c'est faisable, et par des mesures publiques pour éviter effectivement la transmission du virus. Et justement, ces mesures publiques prises par le gouvernement, est-ce que pour vous, ce sont les bonnes? Je pense que le gouvernement a pris des mesures qui étaient à la hauteur des enjeux. Il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas inquiéter, il ne faut pas confiner non plus tout le monde, il ne faut pas que le pays s'arrête. Le virus ne s'arrête pas non plus aux frontières. Donc on voit bien qu'il faut que chacun garde raison et prenne ses responsabilités. Beaucoup de Français se posent la question de prendre des mesures dans les transports. C'est vrai que notamment en Île-de-France, les gens sont très proches dans les transports. Est-ce que pour vous, il faut prendre des mesures dans ce domaine? Écoutez, on n'a pas l'habitude de porter des masques. Il y a des pays, notamment les pays asiatiques, où quand il y a le moindre rhume, ou un petit peu de toux, un nez qui coule, un enfant malade, on prend les mesures. Chez nous, tout le monde continue à se serrer les mains, à se serrer dans le métro, etc. Donc c'est vrai qu'on pourra avoir des comportements différents, mais pour vous, des comportements individuels, il ne faut pas prendre des mesures publiques dans les transports. Bien sûr, parce qu'arrêter tous les transports, ça devient inconcevable. En plus, vous confinez les gens, vous êtes qui peuvent plus se déplacer, on entraîne une crise économique derrière qui n'est pas forcément justifiée. Donc, faut garder raison. Mais moins il y a de promiscuité, moins le virus se transmet. C'est logique. L'autre question, c'est celle des rassemblements sportifs. On a vu des pays voisins prendre des mesures. Le championnat de foot en Suisse est touché. Celui en Italie aussi, les matchs se joueront à huis clos, au moins pendant le mois de mars. Est-ce qu'en France, il faut prendre des mesures pour les rassemblements sportifs? Ça dépendra si vous êtes dans des endroits, les équipes on peut parler en général, c'est dans un endroit où 2 équipes se rendent compte qu'ils viennent de 2 foyers de vie différents, je dirais, de foyers viraux éventuellement différents. Si c'est 2 équipes qui ne sont pas du tout en contact, où il n'y a pas de foyer, il n'y a pas forcément lieu de les supprimer. Mais la question du huis clos, des stades avec des milliers de personnes, ça c'est... C'est des stades, voilà. Il faut éviter quand même la promiscuité au maximum. Donc c'est aux gens aussi de prendre la responsabilité. On ne les oblige pas à aller voir un match de foot. Celui qui préfère rester chez lui et regarder dans la télé, un comportement qu'on peut qualifier de responsable. Donc c'est pas la Ligue de prendre des mesures, c'est aux gens de ne pas aller au stade. Voilà, éventuellement, qu'ils n'aillent pas au stade.
L'autre question, c'est celle des écoles. L'Italie a annoncé hier qu'elle fermait ses écoles au moins jusqu'à mi-mars. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'il faut prendre ce type de mesures en France, notamment dans les foyers de contamination? Il faudra peut-être le prendre dans des foyers de contamination, de façon sporadique et non pas de façon globale. Il ne faut pas fermer toutes les écoles de France, mais il y a certains lieux où il faudra faire attention. Donc pour vous, il faut faire du cas par cas pour le moment. Véritablement. Il y a des grappes de foyers, c'est là qu'il faut prendre des mesures bien spécifiques en fonction de ces territoires. L'autre question, c'est l'impact sur les municipales. On est maintenant à 10 jours du premier tour. Est-ce que pour vous, il va y avoir un impact, notamment en termes de participation à ce scrutin? Il peut. C'est là qu'il faut que notre rôle politique est de rassurer la population. Il faut faire cet acte citoyen important avec les précautions nécessaires. Ne pas les serrer la main quand on va au bureau de vote, etc. Que les personnes fragiles prennent des procurations. Ça s'anticipe, pour éviter qu'il y ait effectivement trop de monde au même moment. Donc on peut anticiper les procurations pour nos personnes fragiles, etc. Et puis peut-être protéger ceux qui vont tenir les bureaux de vote. Mais il n'y a pas une promiscuité. Non, il n'y a pas une promiscuité redoutable au moment des élections municipales, même s'il y a des queues. Mais on va bien chercher son pain, donc on va continuer à aller s'alimenter, sortir dans la rue, etc. Donc les mesures prises par l'Élysée, du gel hydroalcoolique, des masques dans les bureaux de vote, ça suffit, voilà, ce sont des mesures qui sont tout à fait, me semble-t-il, justifié et justifiable. Se pose la question de l'hôpital public, l'hôpital public en crise depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce qu'il est armé, aussi bien en termes de moyens qu'en termes de personnel, pour faire face à une épidémie si celle-ci prend de l'ampleur? Écoutez, on a un excellent système en France, à la fois de la médecine libérale et puis la médecine hospitalière, on le sait, mais il manque de moyens. Il manque de moyens en temps normal, donc en période épidémique, c'est encore plus crucial, ce manque de moyens. Ça va se faire sentir sur la gestion de cette crise? Forcément. Et puis c'est là qu'il faut prendre les mesures pour protéger le personnel, parce que si le personnel est malade, il ne peut pas soigner pendant ce temps-là. Donc effectivement, il y a déjà une crise au sein des hôpitaux en ce qui concerne le nombre de personnels soignants, médicaux, mais aussi paramédicaux. Ils ont un rôle tout à fait essentiel dans les soins en France. Il en manque en temps normal, donc automatiquement en période épidémique, il en manque encore plus. Donc c'est vrai que l'affaire est compliquée. Le gouvernement qui a mis en place des hôpitaux de référence, ce qu'on appelle par région. C'est bien. Est-ce qu'il y en a assez selon vous? Est-ce que vous, par exemple, dans votre département de la Marne, il y en a? Moi, je n'ai pas dans le département de la Marne, c'est un département important. On a un CHU, le CHU de Reims, il n'est pas l'hôpital de référence, c'est le CHU de Nancy. Compte tenu du nombre de cas qu'il y a actuellement, je pense que c'est suffisant. Mais si ça s'aggrave, il faudra que chaque département ait un hôpital de référence? Si ça se développe, il faudra faire en sorte d'éviter les déplacements, etc. Ça pourra se justifier, mais il faudra un certain nombre également de cas graves. En France, on est dans un nombre de cas très limité, et les cas graves sont très très limités. Donc ne prenons pas non plus des mesures insurmontables, mais surtout qui seraient beaucoup trop lourde de conséquences par rapport à la pathogénie du virus. Dernière question sur ce sujet. Il y aura une réunion entre plusieurs ministres et des associations d'élus cet après-midi, toujours sur ce coronavirus. Est-ce que pour vous, les élus locaux, les parlementaires sont suffisamment associés aux décisions qui sont prises? Il le faut. Il le faut, mais on n'y est jamais suffisamment. Jamais, mais il le faut, tant sur le plan, bien sûr, national que sur le plan local. Le parlementaire a un rôle également. Il est important qu'il soit associé sur le plan local pour qu'il puisse transmettre sur le plan national aux ministres au pluriel concernés, les informations de chacun des territoires. Tous les territoires doivent être traités à la même enseigne, que ce soit les grandes villes, les métropoles ou les territoires ruraux. C'est pas le cas aujourd'hui? Ça peut être amélioré. Olivier Véran a dit hier dans l'hémicycle qu'il y avait certaines décisions locales qui pouvaient manquer de clarté. Comment vous l'expliquez? Tout à fait. Et je crois que c'est bien qu'il y ait un cadre national, mais après une déclinaison locale. On peut faire confiance à nos préfets. Il y en a un par département, c'est important. À l'ARS, il n'y en a qu'une par région. Quand vous avez une grande région comme moi, le Grand Est, c'est grand et c'est à l'Est. C'est très long comme région. C'est vrai que c'est peut-être là qu'on voit que le processus de décision est éloigné. Mais il y a des antennes locales.
Voilà, faut des décisions qui sont adaptées aux problèmes des territoires pour assurer au plus près nos concitoyens. Allez, on va passer à l'autre sujet d'actualité que vous connaissez bien, dont vous vous occupez également depuis longtemps, c'est la réforme des retraites. Oui. René-Paul Savary, hier, l'Assemblée nationale a rejeté la demande de commission d'enquête faite par les socialistes qui voulaient faire une commission d'enquête sur l'étude d'impact de la réforme. Est-ce que vous regrettez qu'elle n'ait pas lieu à l'Assemblée ? Écoutez, nous, on le constate, la Cour des... Mais vous comprenez cette décision de l'Assemblée nationale de ne pas donner suite à cette demande de commission d'enquête ? C'est un projet qui est mal parti au départ, sur des mauvaises bases. Dire aux gens que l'âge légal de départ à la retraite est 62 ans, nous sommes le seul pays en Europe. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas avec l'espérance de vie qui augmente et le rapport cotisant-pensionné qui se dégrade. Dire qu'on fera un régime unique, en supprimant l'ensemble des régimes, certes spéciaux, mais également complémentaires. Nulle part en Europe, ça existe. Donc c'est mal parti. Et puis on voit bien que c'est une réforme qui, au départ, est une réforme sociétale, systémique, qui a été prise en main par notamment Matignon et Bercy, et qui s'est transformée en même temps une réforme paramétrique, parce qu'au départ, il n'y avait pas d'histoire d'argent, et puis après, il y avait des histoires d'argent. Donc on mélange une réforme paramétrique systémique, une confusion telle que ça a engendré un débat confus à l'Assemblée nationale que tout le monde a pu remarquer. On va revenir sur le débat et sur le fond de la réforme, mais sur cette commission d'enquête, est-ce que le Sénat pourrait en créer une sur l'étude d'impact ? Il y a une demande qui a été faite, je crois, par un groupe politique, parce que cette épidémie... J'ai jamais vu ça, moi. Une étude d'impact aussi lacunaire, comme dit le Conseil d'État, sur un projet qui représente 320 milliards d'euros au point de vue financier et qui touche l'ensemble de nos populations. Toutes les générations sont concernées. Donc c'est vrai qu'on aimerait, pour prendre des décisions, impacter davantage, d'avoir en tout cas les conséquences de ce type de réforme en ce qui concerne bien sûr le financement et en ce qui concerne la répercussion économique. Donc on se dirige vers une commission d'enquête sur cette étude d'impact ? Moi, je suis assez favorable à avoir plus d'informations. J'ai beaucoup de mal, en tant que rapporteur, à obtenir des informations de la part de l'État. On a l'impression qu'on nous cache un certain nombre de choses. Et ça, c'est grave, parce que quand les gens ont l'impression qu'on leur cache quelque chose, on n'agit pas tout à fait dans la confiance. Or, il faut redonner confiance à nos concitoyens. Ce n'est pas en s'y prenant comme ça qu'on leur donnera confiance. Ce n'est pas en prenant des mesures autoritaires qu'on imposera la loi. On vous cache de manière volontaire ou on vous cache parce que finalement, le gouvernement n'a pas toutes les informations ? Oui, voilà. C'est peut-être ça. Par exemple, il n'a pas toutes les informations. Mais et parce que c'est mal préparé, c'est de l'amateurisme. On présente une loi pour laquelle les parlementaires n'ont pas toutes les informations. Parallèlement, ce sont les partenaires sociaux qui discutent sur le financement du système. Mais attendez, dans quel monde vit-on ? Nous, au Sénat, je peux vous dire, on va essayer de remettre les choses à l'endroit et dire la vérité aux Français. Et essayer de leur redonner confiance dans leur système de retraite. Justement, au Sénat, où le texte doit arriver le 20 avril, mais Gérard Larcher demande un report de 2 semaines pour laisser le temps à la conférence de financement, justement, de produire ses conclusions. Le Premier ministre a entrouvert la porte hier aux questions d'actualité au gouvernement. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce report de 2 semaines ? On verra le résultat. Mais en tout cas, il me paraît tout à fait normal de décaler de 2 semaines. Pourquoi ? Pour prendre nos décisions, il faut qu'il y ait des propositions de financement de retour à l'équilibre d'ici 2025-2027. Le système universel par points tel que proposé ne peut pas tenir si on ne part pas d'un point zéro d'équilibre. On ne peut pas partir avec un déficit qu'on va porter tout au fil des années. La réforme va coûter cher. Si on part déjà avec un déficit, elle va coûter très 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 cher. C'est la raison pour laquelle il faut être Si jamais vous n'avez pas ces informations au début du texte, si le gouvernement n'accepte pas ce report, qu'est-ce que va faire le Sénat ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez refuser d'examiner le texte ? Quelle va être votre attitude ? On en tirera les conséquences. Quelles seront-elles ? Les conséquences, vous le saurez le moment venu, mais toujours est-il que ce n'est pas l'habitude du Sénat de ne pas regarder les textes. L'habitude du Sénat, c'est de se plonger dans les textes de façon très approfondie pour amener un complément à l'Assemblée nationale. C'est ce qui justifie 2 chambres parlementaires dans les grandes démocraties. Et le Sénat est le contre-pouvoir tout à fait essentiel dans les événements que nous vivons aujourd'hui, et nous jouerons ce rôle de contre-pouvoir. Donc il y aura un débat le 20 avril si jamais il n'y a pas de report du calendrier ? Il y aura forcément un débat. Mais pas forcément le 20 avril.
Il y a, vous le disiez, pas d'obstruction parlementaire, le débat s'annonce long au Sénat. Est-ce qu'il vous faudra plus que les 2 semaines prévues? Est-ce que vous demandez plus déjà dans le calendrier? Non, je crois qu'en 2 semaines, on peut voir si on a plus de temps. Mais vous savez, on siège jour et nuit, on pourra siéger le week-end si besoin. On va affronter ça avec beaucoup de sérénité. Je pense qu'il peut y avoir des milliers d'amendements, effectivement, mais des amendements de fond. Ce n'est pas l'attitude du Sénat de faire de l'obstruction. L'attitude du Sénat est véritablement de travailler les textes au fond. Et je suis persuadé que l'ensemble des sénateurs sera très attaché parce qu'il en va quand même de leur responsabilité. C'est une réforme sociétale et qui pose trop de difficultés pour qu'elle soit acceptable dans l'état actuel des choses. Et on sent bien que pour faire passer ce type de réforme, il faut des adhésions. Il n'y a pas d'adhésion. C'est quand même inouï. On nous propose une réforme plus juste, plus équitable, personne n'adhère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un mot sur la conférence de financement que la CGT et Force ouvrière ont quittée. Si jamais elle échoue, cette conférence de financement, Édouard Philippe a dit qu'il reprendra la main. Est-ce que s'il instaure un âge d'équilibre, un âge pivot, vous le soutiendrez? Mais nous verrons ce qui sera proposé. Nous avons nos idées, nous devons dire la vérité aux Français. Et la vérité, c'est effectivement qu'il y a un problème d'âge qu'il faut véritablement régler. Parce que derrière, si vous ne réglez pas le problème d'âge, ça veut dire que vous baissez les pensions. Voilà. On sait que nous sommes dans un pays où on a déjà une dépense publique, on ne peut pas augmenter les cotisations, on perdrait d'ailleurs des emplois, donc de la richesse, donc on déséquilibre le système. Donc si on baisse les pensions, on baisse le niveau de vie de nos retraités, ça ne va pas aussi sur le plan économique. Donc il faut prendre nos responsabilités et faire en sorte que... Donc ça veut dire reporter clairement l'âge de départ. Si on veut donner confiance à nos jeunes, il faut leur dire la vérité et voir comment on pourra, à travers les réserves, à travers un système de financement, donner des garanties puissance d'équilibre du système. Nous ne les avons pas aujourd'hui. Un dernier mot, vous avez fait un rapport sur l'emploi des seniors. Vous rappelez ce chiffre, 44% des Français ne travaillent plus au-delà de 55 ans. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord régler ce problème avant de repousser l'âge de départ ? Mais bien sûr, il y a un certain nombre de problèmes à régler. Tant qu'on n'a pas réglé l'emploi des seniors, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, avoir un autre œil que ce que l'on a aujourd'hui vis-à-vis des seniors, qu'on les mette surtout pas dehors, parce que quand un senior a perdu son emploi, il n'arrive pas à en retrouver. Donc il y a des mesures novatrices à prendre. Quand on aura pris ces mesures novatrices, quand on aura dit la vérité aux Français, qu'on aura rééquilibré le système, il sera toujours temps de changer le mode de calcul, parce que c'est un mode de calcul différent, cette réforme. Pour l'instant, on sait comment ça se passe. Ce qu'il faut dire aux Français, ce qu'ils veulent savoir, c'est à quel âge je pars, leur question, à quel âge je pars, avec quel montant. Voilà. Et ça, actuellement, on est incapable de leur dire dans le nouveau système. Allez, on suivra les débats au Sénat, fin avril ou début mai. On verra selon le calendrier. Comme tous les jours, René-Paul Savary, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Lyon, retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour, Philippe Crolly-Labourdette. Merci d'être avec nous ce matin, responsable adjoint desk central au Progrès. Vous allez nous parler des conséquences du coronavirus. La foire de Lyon, qui était initialement prévue, vient d'être reportée. Elle est pour le moment reprogrammée mi-mai. Mais cet effet du coronavirus, c'est un coup de tonnerre dans le ciel économique de la capitale des Gaules. Oui, parce que c'est une décision rarissime qu'a prise l'organisateur JL Events. C'est une manifestation majeure qui existe depuis 1916, qui n'a été interrompue que pendant la Deuxième Guerre mondiale entre 1942 et 1945. Donc c'est vraiment la première fois qu'il y a un report pour ce genre de cause. Honnêtement, les organisateurs auraient pu jouer un peu avec le feu, c'est-à-dire limiter la jauge à 5000 personnes par hall d'exposition. Mais ils ont reconnu que c'était très difficile de faire un décompte juste, donc ils ont préféré se conformer à la réglementation établie dans le cadre de cette épidémie. Quel est le poids économique de cette manifestation ? On parle là d'un enjeu d'à plus de 200 millions d'euros. Tout le montage des stands qui était prévu la semaine prochaine est purement annulé. Et ce report réduit à néant sur cette période le carnet de commandes de dizaines d'entreprises dans le domaine de l'installation, de l'intérim, de la communication. Pour limiter le manque à gagner de la société et ne pas trop impacter l'économie de la métropole lyonnaise, qui est très dépendante de cette foire, les équipes de JL Events vont maintenant devoir convaincre les 800 exposants qui avaient versé un acompte et les centaines qui étaient encore pressentis de changer leur programme en participant aux nouvelles dates, c'est-à-dire du 16 au 24 mai. Il faut savoir que l'an dernier, la foire de Lyon a accueilli près de 198 000 visiteurs avec 900 exposants. Alors on emploie le conditionnel parce que JL Events ne communique pas les chiffres officiellement, mais aurait enregistré 14 millions d'euros de retombées économiques directes, 16 millions de manière indirecte, et généré un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros pendant la foire et du double
après la foire, puisque bien sûr les exposants bénéficient de ce qu'ils ont pu montrer pendant cette foire dans les semaines qui suivent et les mois qui suivent. Et justement, il y a des conséquences pour les exposants également. Oui, ça les plonge dans un grand embarras parce que certains avaient engagé de gros moyens. C'est des foires qui coûtent cher en installation, en stand, etc. Et certains sont un peu dans l'incompréhension par rapport au fait que des matchs de foot ou de rugby sont maintenus alors que cette manifestation est annulée, enfin reportée en tout cas. Et puis surtout, ils ont un programme de foires et d'expositions déjà, et donc ils ne sont pas sûrs de pouvoir venir au mois de mai. Globalement, ils ont moins d'événements qu'à une époque, donc ça mettait un peu en cause ce report et ce moins d'événements depuis certains temps remet en cause un peu leur rentabilité, voire l'avenir de leur structure. Coronavirus qui a des conséquences sur la foire de Lyon, vous nous en avez parlé, qui a aussi des conséquences sur les municipales, notamment à Villeurbanne où un candidat a opté pour un meeting virtuel du coup. Oui, on avait connu d'autres hommes politiques qui faisaient des meetings virtuels. Là, c'est le député de La République En Marche, Bruno Bonnel, qui se présente sans étiquette aux élections métropolitaines sur la circonscription de Villeurbanne, qui a décidé de remplacer son dernier meeting la dernière semaine de campagne, avant le premier tour, par un rassemblement virtuel en raison de l'épidémie de coronavirus. La date n'est pas encore tout à fait fixée, mais il y aura des robots de téléprésence pour verbaliser les questions des internautes. Et à l'arrivée, ça fera quand même un meeting moins onéreux qu'un meeting traditionnel. Et puis, ça évitera aux candidats de serrer les poignées de main. Ils essayent de ne pas le faire en ce moment, mais parfois, ils se sentent obligés quand les gens insistent et ils serrent quand même les mains. Donc là, cette fois-ci, il n'y aura pas ce risque de contamination. Merci beaucoup. Merci Philippe d'avoir été avec nous ce matin. On va regarder la une du Progrès consacrée à la défaite de l'Olympique lyonnais hier soir face au PSG en demi-finale de la Coupe de France. Défaite de Lyon 5-1 face au PSG. C'est trop dur, c'est le titre du Progrès ce matin. Merci d'avoir été avec nous. On va continuer à parler coronavirus et municipal, mais dans votre département. Cette fois, René-Paul Savary avec Steve qui revient. Et Steve, dans l'actualité dans la Marne, ce matin, le coronavirus avec un premier cas confirmé dans le département. Ouais, l'Union qui s'intéresse à ce premier cas dans votre département. Il s'agit d'un homme de 38 ans, l'âge est important, 38 ans, dont l'état de santé est jugé préoccupant. Il est actuellement hospitalisé au CHU de Nancy avec 3 patients qui sont originaires de l'Aisne. Coronavirus toujours, le département de la Marne qui s'organise pour protéger les personnes âgées. Oui, dans l'Union, toujours gros plan, en effet, sur la maison de retraite de Pargny-les-Reims. Dans cet établissement, la moyenne d'âge est de 86 ans. Une série de mesures a été prise. Frictionnage des mains à l'heure des repas, poignée de porte et désinfectée 4 fois par jour. La directrice, elle va même plus loin, puisqu'elle n'exclut pas un filtrage des visites, voire une fermeture complète de l'établissement en fonction de l'évolution du virus, Oriane. Un mot rapidement, l'inquiétude, elle est là aussi dans ces EHPAD, dans ces maisons de retraite. Tout à fait, c'est là où il peut y avoir des foyers qui se développent et avec des conséquences graves. C'est pour ça qu'il faut prendre les mesures de précaution. Mais les mesures, quelles que soient les périodes, que les gens qui viennent voir leurs personnes âgées se vaccinent contre la grippe et que l'on mette, comme j'avais fait il y a quelques années, des poignées en cuivre qui naturellement évitent la contamination et la transmission des virus et des bactéries. Ce sont des mesures qu'on devrait généraliser et qui limiteraient les propagations virales. Et on parle des municipales, à Reims, avec un sondage, Steve. Si l'on en croit les sondages, en tout cas, Arnaud Robinet, maire Les Républicains depuis 2014, est en tête des intentions de vote. 55% des voix, selon un sondage. René-Paul Savary, elle est bonne, cette campagne d'Arnaud Robinet ? Elle est très bonne. C'est un vrai professionnel. Il a pris la dimension, il a pris l'étoffe. Je connais Arnaud depuis longtemps. J'ai beaucoup d'affection, de respect pour son action et pour ce qu'il fait. C'est un homme très chaleureux qui aime les gens et qui aime sa ville. En conséquence, les gens le reconnaissent et je ne suis pas du tout étonné des résultats de ce sondage. Eh bien, merci beaucoup. Merci Steve. Dernière information sur ce coronavirus, on vient de l'apprendre, puisque la Corse était jusqu'à maintenant la seule région métropolitaine épargnée. 3 cas désormais en Corse, 3 cas confirmés à l'hôpital d'Ajaccio depuis cette nuit. Selon les informations de France 3 Corse, ces personnes auraient participé au rassemblement de Mulhouse, rassemblement religieux où plusieurs cas ont été détectés. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, René-Paul Savary. Dans quelques instants, l'invité politique, c'est Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche.
Marche. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait des questions d'actualité qui avaient lieu hier au Sénat. Et le président du groupe socialiste, Patrick Kanner, a interpellé Édouard Philippe, le Premier ministre, sur le calendrier de la réforme des retraites qui doit maintenant arriver au Sénat. On regarde. Ma question est simple. Allez-vous accepter la main tendue par le Sénat? Allez-vous accepter notre proposition en décalant le début de l'examen de la réforme par le Sénat à la fin de la conférence de financement? Allez-vous enfin nous laisser travailler sereinement dans l'intérêt des Français? Les deux motions de censure qui ont été déposées hier à l'Assemblée, dimanche à l'Assemblée nationale ont été repoussées hier par 2 votes distincts. Le texte est donc considéré comme adopté par l'Assemblée nationale au terme des dispositions de l'article 49, alinéa 3. Je sais que vous n'avez pas de problème de principe avec l'article 49, alinéa 3. C'est un calendrier qui prévoit l'adoption définitive de ce projet de loi avant l'été. Pourquoi avant l'été? Pourquoi avant l'été? Pour une raison très simple, c'est que nous avons voulu que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2022. Et que entre le 1er janvier 2022, pour tous ceux qui rentreront sur le marché du travail pour la première fois à 18 ans au 1er janvier 2022, et le 1er janvier 2022, pour des dispositions qui constituent des progrès sociaux et notamment des avantages nouveaux offerts aux Françaises et aux Français. Le président du Sénat m'a adressé un courrier qui traite du même sujet que celui que vous évoquez. J'ai eu l'occasion de lui dire, à l'occasion d'un contact téléphonique, Monsieur le Président du Sénat, vous m'autorisez à faire état de ce contact téléphonique. Je vous en remercie. Merci. Téléphone, mais les yeux dans les yeux. À une époque où les contacts physiques sont plus compliqués, cette forme de tendresse me touche également, Monsieur le Président. Bref, tout ça pour dire, Monsieur le Président Kanner, que nous voulons faire en sorte que ce projet de loi soit adopté avant l'été. J'ai indiqué au ministre des Relations avec le Parlement qu'il lui appartenait de se rapprocher du président du Sénat pour voir dans quelles conditions nous étions en mesure à la fois de faire en sorte que la discussion parlementaire au Sénat s'effectue, comme nous l'espérons tous, dans d'excellentes conditions, et de garantir que l'objectif que je me suis fixé d'une adoption avant l'été soit atteint. Cette discussion aura lieu dans les heures, dans les jours qui viennent, avec évidemment toute la qualité des relations que nous entretenons avec le président du Sénat. Je vous remercie. Et notre invité politique ce matin, c'est Stanislas Guerini. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne ambiance au Sénat. Vous voyez, merci beaucoup d'être avec nous. Député de Paris, délégué général de La République En Marche. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Christelle Berton du groupe La Dépêche. Bonjour Oriane. On va reparler de la réforme des retraites et de ce qui s'est passé hier au Sénat. Mais d'abord, le coronavirus. Il y avait un débat hier également au Sénat, hier soir, pour informer, pour expliquer sur les mesures prises sur ce coronavirus. Est-ce qu'il y a ce besoin d'explication de la part du gouvernement? Est-ce que le gouvernement a du mal à rassurer? Je crois que le besoin d'explication, il est central dans une crise sanitaire, parce que c'est une crise sanitaire que nous vivons. La transparence, je crois que c'est le premier pilier pour pouvoir apporter des réponses adaptées. Et on voit bien que notre pays est inquiet, légitimement inquiet, que cette crise, qui est une crise mondiale, inquiète nos concitoyens. Et donc, la première exigence, c'est la transparence, une communication, j'allais dire en temps réel. Je crois que c'est ce à quoi ce gouvernement est attaché, à faire des points quotidiens, à dire exactement l'état de propagation du virus, à diffuser aussi les messages de santé publique, parfois de bon sens, sur le lavage des mains, sur le fait de ne pas se serrer les mains, etc., etc. Et je crois que tout le monde prend sa part, les médias aussi prennent leur part, un rôle utile. Et donc, évidemment, il faut communiquer en transparence. Est-ce qu'on pourrait être encore plus transparent? C'est qu'en Chine, par exemple, il y a des applications qui permettent de savoir exactement où se situent les cas de coronavirus. On n'en est pas là en France. Est-ce qu'on peut tendre vers ça? Je ne sais pas si le modèle chinois est le modèle le plus transparent en matière justement de divulgation d'informations sur la propagation du virus. Ce qui me semble très important, c'est qu'il y ait un canal de communication qui soit très fluide entre les autorités sanitaires, le gouvernement, les médias et les Français. Au bout du compte, on a besoin de savoir. Vous savez qu'il y a ces 3 phases de propagation du virus.
on est dans la phase 2, celle où il est nécessaire de freiner la propagation du virus, parce que c'est en faisant cela qu'on prépare le mieux ce qui est peut-être un moment inéluctable, le moment où effectivement on a une épidémie, c'est-à-dire qu'on ne sait plus tracer le canal de diffusion du virus. Et je crois que c'est ce que ce gouvernement est attaché à faire aujourd'hui. Olivier Véran, qui hier dans l'hémicycle du Sénat a reconnu qu'il y avait des décisions locales qui pouvaient manquer de clarté. Il a dit que des instructions seraient données aujourd'hui en ce sens. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces instructions ? Bien, une grande cohérence d'action. Et je crois que c'est pour ça que le gouvernement a décidé aussi de réunir les élus locaux. Et c'est très important que le pays soit d'une certaine façon cohérent, uni face à cette crise sanitaire. Vous savez, la semaine dernière, à Matignon, l'ensemble des responsables des formations politiques, des groupes parlementaires, mais aussi des associations d'élus ont été réunis dès le début de la propagation du virus. Je crois que c'était une bonne initiative. Et d'ailleurs, l'état d'esprit qui régnait, c'était vraiment un état d'esprit de responsabilité, d'unité, à quelques exceptions près, Marine Le Pen notamment. Je crois que c'est un moment où il ne faut pas faire de politique politicienne sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui pêche dans ces décisions locales ? C'est vrai que parfois on note un certain manque de cohérence. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise arrière-pensée, sincèrement. Je pense que chacun est attaché à protéger ses concitoyens. Mais vous gérez au cas par cas ? Oui, parce qu'il faut, dans cette phase 2, pouvoir confiner quand c'est nécessaire, en s'appuyant à chaque fois sur des décisions scientifiques. Je crois que c'est très important. C'est le deuxième pilier, d'une certaine façon. Faire confiance aux autorités sanitaires. Il y a parfois des décisions qui peuvent paraître contre-intuitives. Se dire pourquoi est-ce qu'on confine plus dans la phase 2 et puis on laisse circuler le virus dans la phase 3. Oui, moi-même, on a dû m'expliquer un petit peu les choses parce que c'est contre-intuitif. Mais quand les décisions sont appuyées sur les recommandations des blouses blanches, des médecins, des autorités sanitaires, eh bien, les choses sont plus compréhensibles. Alors, on entend beaucoup dire que l'Italie devance la France d'une semaine, de quelques jours. Est-ce qu'il faut aller d'ores et déjà plus vite dans les mesures de confinement, justement, limiter, peut-être fermer plus d'écoles ou limiter les transports ? On entend beaucoup dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus limité les transports entre l'Oise et Paris ? Est-ce qu'il faut aller plus vite ? Bon, d'abord, il faut faire confiance aux autorités sanitaires. Moi, je crois que c'est très important. Et je ne fais pas partie des responsables politiques qui viennent donner un avis de café du commerce, vous voyez, sur est-ce qu'il faudrait faire ça, etc. Je voyais Nicolas Dupont-Aignan avec ses conseils qui mettaient le masque à l'envers, quoi. Enfin, à un moment donné, non mais il faut un petit peu de responsabilité. Donc, moi, ma réponse, c'est que je fais confiance aux autorités sanitaires. Désolé pour la banalité de cette réponse. Et sur le fond, à chaque fois, en réalité, il faut mesurer le rapport entre les avantages et les inconvénients. Et c'est pour ça que parfois, il y a des décisions qui peuvent être contre-intuitive. On se dit, bah oui, limiter les transports, pourquoi pas ? Mais limiter le transport, c'est aussi limiter la capacité des personnels soignants, par exemple, à se déplacer, aller à l'hôpital, à pouvoir emmener ses enfants à l'école et donc pouvoir aller travailler et répondre à la crise sanitaire. Donc, à chaque fois, chaque décision, elle doit faire l'objet d'une analyse et d'un rapport entre les avantages et les inconvénients. On est à 10 jours du premier tour des municipales. Maintenant, est-ce que vous redoutez que ce coronavirus entraîne une forte abstention lors de cette élection ? Il ne faut pas que ce soit le cas. Mais vous vous y préparez, vous le craignez ? n'est évidemment pas de gêner ces élections municipales. Je pense qu'on a évoqué quelques mesures de barrières sanitaires, se laver les mains, mettre à disposition du gel hydroalcoolique. C'est ce qu'il faudra faire évidemment dans les bureaux de vote. Mais il faut dire à nos concitoyens qu'aller voter, c'est extrêmement important. C'est un moment démocratique essentiel dans la vie du pays. Il ne faut pas que ces élections soient gênées. Et donc, si ça doit faire reculer le taux de participation... Vos candidats sont en campagne. Est-ce que vous avez des remontées de vos candidats qui rencontrent des gens sur les marchés qui disent qu'ils n'iront pas voter à cause de ce coronavirus ? Il y a une inquiétude dans le pays qui est partagée. Elle concerne les élections, mais elle concerne la vie quotidienne avant tout. Je crois que nos concitoyens ne sont pas encore en train de se poser la question de est-ce qu'ils iront dans le bureau de vote à ce moment-là. Il faut rassurer aussi en étant très clair sur les modalités de propagation du virus. En réalité, en allant dans un bureau de vote, si on prend toutes les bonnes précautions, si on se lave les mains avant, après, etc., on n'a pas beaucoup plus de chances d'attraper le virus que si on va dans un lieu public faire ses courses. Donc, vous voyez, il ne faudrait pas que ça soit évidemment une gêne démocratique. Il faut inciter nos concitoyens à aller voter. Et encore une fois, faire confiance aux autorités sanitaires qui donneront les recommandations
sur ce moment de démocratie que sont les élections municipales. On sait par exemple que les personnes âgées sont très inquiètes et qu'un certain nombre ne se déplaceront pas. Est-ce que ça peut influer sur le résultat du vote ? Écoutez, à ce stade, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et si on passe les bons messages de santé publique, si on incite nos concitoyens à aller voter, eh bien, il ne faut pas que ça soit un recul démocratique. Donc, vous pensez que les gens vont aller voter sereinement ? Parce que c'est vrai qu'on sait que dans un climat de psychose, de peur, on ne vote pas pour les mêmes personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que... Vous savez, de façon générale, le pays n'est pas serein face à l'apparition, à la propagation de ce virus. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu décaler les élections pour qu'elles se déroulent dans un climat plus serein ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Imaginer si le gouvernement, la majorité avait annoncé le décalage de ces élections. J'imagine qu'on nous aurait dit « Ah oui, mais s'il y a des arrière-pensées politiciennes, vous voulez décaler les élections pour telle ou telle raison ». Je crois mais c'est totalement exclu, y compris si la France passe en stade 3 la semaine prochaine, il exclut totalement de reporter ces municipales ? Ce n'est pas à moi de le dire, en réalité. Mais vous n'excluez pas. Ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie. Ça dépendra de l'évolution. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a à aucun moment, à aucun instant, l'intention de décaler les élections municipales. Ça, c'est extrêmement clair. Et d'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure la réunion que nous avions eue avec les différents responsables de toutes les sensibilités politiques représentées. Personne n'a indiqué sa volonté de décaler les élections municipales. Donc, vous voyez, la classe politique était assez unie sur ce sujet-là. Mais encore une fois, il faut rester très humble par rapport aux informations qu'on peut divulguer. C'est au quotidien, au jour le jour, qu'il faut évaluer la propagation du virus et donc les réponses à apporter. On sait qu'il va y avoir un problème, juste pour finir, sur les municipales, sur les assesseurs. Qu'est-ce que vous pensez faire ? Il va manquer vraisemblablement de personnes dans les bureaux de vote. Qu'est-ce que vous pensez faire pour pallier ? D'abord, je crois que c'est la responsabilité de toutes les formations politiques de mobiliser, et c'est ce que nous faisons à La République En Marche, nous mobilisons le plus massivement possible nos adhérents pour qu'ils participent à ce grand moment de démocratie en tenant des bureaux de vote, en prenant des présidences, en étant assesseurs. Mobiliser les réservistes aussi, parce que ce sont évidemment des moments aussi où on participe à la vie démocratique. Donc je crois qu'on a chacun un rôle à jouer. Il faut aussi passer les messages à nos concitoyens. Profitons de tous les moments possibles et merci de me donner cette occasion de le faire. Participons, allons dépouiller le soir du vote. Ce sont aussi des bons moments de démocratie. Et puis, les collectivités savent mobiliser leurs agents quand c'est nécessaire. Je crois qu'elles seront au rendez-vous de ces élections municipales en faisant cela aussi. Allez, on va passer à l'autre actualité, c'est la réforme des retraites. La première question sur ce sujet, elle vous est posée par un de nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux. On va la regarder. Elle concerne la commission d'enquête demandée par les socialistes sur l'étude d'impact du gouvernement sur cette réforme. Et regardez cette question de Laurent Deveau. Pourquoi refuser la commission d'enquête sur votre étude d'impact ? Que cachez-vous ? Rien. Vous savez, c'est très particulier de demander une commission d'enquête sur une étude d'impact d'un texte de loi dont l'objet précisément est de mener une discussion, de pouvoir poser des questions, y compris pendant l'examen parlementaire, sur l'étude d'impact. Donc on le voit, le fait de demander une commission d'enquête sur une étude d'impact, en réalité c'est une nouvelle manière d'essayer de créer du flou sur la réforme, d'essayer de mobiliser tous les moyens possibles pour les oppositions, pour compliquer les choses, pour retarder les choses. Une étude d'impact, une commission d'enquête, quand elle est mobilisée, ça doit être sur des faits potentiellement délictueux. Ce n'est absolument pas le cas pour une étude d'impact. Et donc je crois que c'est naturellement, en suivant mais tout simplement le règlement de l'Assemblée nationale, on a dit, nous on préfère discuter le texte, y compris évidemment de l'étude d'impact qui est à disposition des parlementaires. Je veux faire remarquer quand même une chose. Dans les précédentes réformes des retraites, 2010, étude d'impact, 88 pages. L'étude d'impact de la réforme des retraites 2014, 150 pages environ. Il y a un immense travail qui a été mené. L'étude d'impact qui est proposée pour cette réforme des retraites, c'est 1000 pages. Il y a beaucoup d'informations, évidemment, et c'est l'examen du texte parlementaire, les sénateurs pourront le faire bientôt, qui doit permettre de poser toutes les questions possibles. Est-ce qu'il permet ça, l'examen ? Là, le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y voyez plus clair sur le financement de la réforme et sur le coût de cette réforme ? À l'Assemblée nationale, force est de constater que le débat qu'on a eu, n'a pas permis d'y voir beaucoup plus clair, pour une simple raison, c'est que 33 députés
ont empêché la tenue d'un débat de qualité. Quand on dépose 43 000 amendements sur un texte, je crois que c'est qu'on n'a pas forcément l'intention d'aller au fond et d'avoir un débat ordonné qui justement doit permettre de poser les questions légitimes, évidemment, sur un texte. Donc il y a eu une sorte d'échec démocratique parce que les oppositions, la France Insoumise, du groupe communiste, n'ont pas permis un débat serein, ordonné, au fond de ce texte. Ça, c'est dommage. Moi, j'aurais préféré que nos oppositions, justement, mènent ce débat-là plutôt que de trouver toutes les manœuvres dilatoires. Et puis, vous posez une question... Vous laisserez le temps du débat au Sénat. Le Sénat a dit qu'il voulait un débat sur le fond. Gérard Larcher le redit ce matin dans le Figaro. Oui, vous laisserez le temps, y compris les 2 semaines, plus de 2 semaines qui sont prévues à l'heure actuelle, si besoin. Vous avez diffusé juste avant cette interview la réponse du Premier ministre qui semblait ouvert à cette question-là. Je crois que nous voulons... Et le gouvernement souhaite un débat justement au fond. Et si le débat au Sénat le permet, tant mieux, parce que c'est à chaque fois une bonne nouvelle pour la démocratie quand on peut avoir ce débat au fond. Mais je veux préciser une chose, puisque vous m'interrogez aussi sur le financement. Il y a en parallèle de ce texte de loi une conférence de financement. C'est assumé. Nous faisons confiance à la démocratie sociale pour justement, sur les questions de remise à l'équilibre du système, pouvoir trouver des solutions concerté avec les partenaires sociaux. On va y revenir sur ce financement, notamment avec Christelle, mais juste sur le Sénat, pour y voir plus clair, puisque vous souhaitez un débat de fond, un débat clair. Gérard Larcher demande un report de 2 semaines, justement, pour avoir un débat plus clair et attendre les conclusions de la conférence de financement. Est-ce que vous y êtes favorable à ce report? Moi, je suis favorable à ce qui permet un débat de qualité. C'est au gouvernement de répondre, c'est au ministre en charge des relations avec le Parlement de dire si cela peut permettre de dérouler le calendrier possible, avec une exigence de la part de la majorité, vous l'avez compris, c'est que nous votions ce texte avant l'été. Parce que si nous voulons que les mesures de justice sociale puissent s'appliquer dans ce quinquennat, au début de l'année 2022, c'est la volonté de cette majorité de faire en sorte, par exemple, mais on pourra discuter du fond, que nos concitoyens, je pense aux agriculteurs par exemple, puissent bénéficier d'une retraite minimum. Mais un report de 2 semaines, ça n'empêche pas une adoption avant l'été. Ce texte avant l'été. Donc il faut un report de 2 semaines pour y voir plus clair. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne connais pas suffisamment le calendrier parlementaire du Sénat pour savoir si cela peut fonctionner. Ma seule exigence, c'est qu'on vote le texte avant l'été et qu'on puisse avoir un débat de qualité. Si un report permet de faire cela, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Lundi soir, un député de la majorité a dit à l'Assemblée le Sénat va filloniser le texte, nous le remacroniserons. Ils servent à quelque chose, ces débats au Sénat? S'ils permettent d'éclairer. J'ai dit qu'à l'Assemblée nationale, je pense que tous les démocrates ont été déçus par le débat à l'Assemblée parce que honnêtement, il n'était pas à la hauteur des enjeux. Et je le regrette. Et nous l'avons regretté, cette majorité a voulu le débat, a mené le débat d'ailleurs, a répondu à chaque fois que c'était possible. Au fond, nous n'avons pas pu le faire. Donc déjà, c'est un grand intérêt parce que ça permet de clarifier les choses. C'est vrai que la droite n'a pas la même position sur ce texte. Eux, ils souhaitent augmenter l'âge de départ à la retraite, le passer à 65 ans. Bon, ce n'est pas notre position. Et donc, ça permet de clarifier les positions des uns et des autres. Et ça, en démocratie, c'est toujours une bonne nouvelle. Je ne sais pas si le Sénat va filloniser le texte, mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons le laisser macroniser. C'est-à-dire un texte dû en même temps. Cette réforme, vous savez très bien que le Sénat, la droite sénatoriale... Et de gauche et de droite. La droite sénatoriale. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui gêne nos oppositions. La droite sénatoriale annonce la couleur. La droite sénatoriale, elle veut un report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. C'est sûrement ce qu'il y aura dans le texte. Est-ce que vous allez revenir dessus à l'Assemblée? Vous n'accepterez pas ça? Oui, bien sûr. Ce n'est pas le projet que nous portons. Nous voulons maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Nous avons par ailleurs proposé effectivement l'instauration d'un âge d'équilibre qui permettra, à mon sens, d'être beaucoup plus juste pour notamment toutes les personnes, les centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui doivent attendre 67 ans pour pouvoir partir à la retraite. Dans le futur système qu'on propose, ces personnes-là pourront partir à la retraite bien plus tôt et je pense que c'est une des mesures sociales de ce texte. Stanislas Guerini, est-ce que ce 49.3 va laisser des traces dans la majorité? On a vu que certains se sont éloignés de la République en marche à cette occasion. Où en sont les députés par rapport à ça? Vous savez, je crois qu'il y a peu de textes de loi, comme celui de la réforme des retraites, qui a suscité autant d'adhésion et d'unité chez les députés de la majorité. Le 49.3, c'est une réjouissance pour personne. Je vais dire les choses clairement.
Je pense que nous avons une réflexion à mener sur l'état de nos démocraties de façon plus générale, qu'on puisse avoir un débat empêché par 33 députés qui en empêchent 577 de débattre. Oui, c'est un problème démocratique. Est-ce que c'est sur votre majorité ? Ça suscite effectivement une réaction que j'ai défendue, que je pense légitime, parce qu'il fallait sortir l'Assemblée nationale de l'ornière dans laquelle elle était. Et donc, votre majorité, mais j'essaie de vous répondre avec franchise. Les 3 députés, ils sont partis parce qu'il y a eu un recours au 49.3. 49.3, ça ne réjouit personne. C'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que est-ce que le timing était le bon, par exemple, en pleine crise du coronavirus? Ça a choqué beaucoup de vos élus. Imaginez que nous avons largement parlé du coronavirus. On a compris que cette épidémie, elle va se répandre, que dans une semaine ou deux, avec peut-être plus de personnes contaminées, on est à ce moment-là dit c'est maintenant qu'il faut arrêter les débats parce que visiblement on ne pourra pas les conduire au bout. Alors on nous aurait dit mais ce n'est pas responsable, vous n'avez pas voulu justement finir les choses. Je crois qu'il n'y a jamais de très bons moments, si ce n'est quand même, et on pourra faire ce constat ensemble, après avoir constaté que nous avons tenté de mener ce débat, 117 heures de débat dans l'hémicycle à l'Assemblée, des milliers, dizaines de milliers d'amendements étudiés. Je crois que personne ne pourra dire que cette majorité n'a pas voulu jouer le jeu. Sur les dissidences dans votre majorité, Stanislas Guerini, est-ce que vous craignez qu'un groupe dissident va voir le jour? Et quel gage vous allez donner à cette aile gauche pour qu'elle ne crée pas un groupe de frondeurs? Moi, je ne crois pas que le sujet, ça soit un débat droite-gauche. Je pense que c'est un piège qui nous est posé. Beaucoup de gens dans la vie politique veulent absolument réimposer à la vie politique la grille de lecture qui oppose la droite et la gauche. Et je vais vous dire, je pense que notre pays a souffert de ça. Et que la proposition d'Emmanuel Macron en 2017, c'était justement de dépasser ces clivages-là. Je continue de penser que ce dépassement-là, il est absolument essentiel. Pas de crainte d'un groupe de frondeurs avec les nombreux départs qu'il y a eu dans le groupe depuis le début. Que notre majorité se remette en cause dans ce moment du quinquennat, ça me semble pas malsain. Je crois que c'est évidemment important de se poser des questions. Nous avons fait des promesses importantes aux Français de changer la vie politique. Parfois, c'est ça qu'ils nous reprochent d'une certaine façon. Est-ce que vous avez suffisamment changé la politique? Bien, peut-être pas. Et donc, il faut évidemment continuer cette action. Et je crois que c'est comme ça qu'on crée de l'adhésion dans la majorité. C'est comme ça qu'on entraîne l'ensemble des députés. Mais moi, je vais vous dire, il y a une chose sur laquelle je ne transigerai pas, c'est de continuer à agir. Et je vois bien qu'il peut y avoir parfois un inconfort ici ou là parce qu'on utilise le 49.3. Mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'arrêter d'agir. Moi, je crois que beaucoup de nos concitoyens nous ont fait confiance pour transformer le pays. Depuis le début du quinquennat, on mène énormément de réformes qu'on aurait dû mener, si on se dit la vérité, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans. On le fait. Ce n'est pas facile. Et on le fait parfois avec un vent contraire. Eh bien, je pense que la seule chose que nous n'avons pas le droit de faire, c'est l'inaction et le remords. Il nous reste peu de temps, on va parler des municipales, Stanislas Guerini. Hier soir, vous avez sans doute regardé le débat entre les différents candidats à Paris. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon débat pour votre candidate, Agnès Buzyn, qui est apparue peut-être un peu effacée? Est-ce que, de votre point de vue, c'est une meilleure candidate que Benjamin Griveaux? Oh, vous me posez 3 questions en une, mais je pense que c'est une excellente candidate pour la mairie de Paris. Et si il y a des gens qui se posaient des questions sur est-ce que Agnès Buzyn est prête, ils ont eu la réponse hier. Oui, Agnès Buzyn est prête à exercer cette formidable fonction qui est demain d'être maire de Paris. Pour vous, elle n'a pas été trop polie, trop effacée hier pendant ce débat? Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle a justement affirmé, mais ce qu'on appelle parfois effacer, c'est simplement d'être apaisé, tout simplement. On attend parfois des responsables politiques qui enfilent les gants de boxe, voyez, et qui se mettent des bourre-pifs. Je crois qu'il ne faut pas attendre ça d'Agnès Buzyn. Elle a exposé les choses avec beaucoup de sérénité, beaucoup de compétences, beaucoup de conviction sur ce qui sont ses priorités, évidemment, de lien social, d'avoir une ville qui soit beaucoup plus préparée à vivre notamment le réchauffement climatique sur des priorités basiques qu'attendent les Parisiens aussi en matière de propreté, de sécurité. Elle a exposé les choses à la fois avec compétence, avec détermination, mais aussi avec beaucoup d'apaisement. Et je pense que cette ville a besoin d'apaisement. Il faut dire stop à cette manière de gérer Paris qui est une façon clivée de gérer les choses. Est-ce que vous préparez d'ores et déjà les alliances de second tour? J'imagine que vous y réfléchissez. Est-ce qu'une alliance pourrait être possible avec Rachida Dati? Mais ce n'est pas du tout la question que je me pose aujourd'hui. D'abord, c'est Agnès Buzyn qui conduit cette campagne et donc c'est elle qui mènera cet entre-deux tours. Mais je vais vous dire, nous sommes totalement engagés
à quelques jours maintenant du premier tour de cette élection municipale, à convaincre nos concitoyens que le changement, parce que beaucoup de Parisiens veulent un changement pour Paris, c'est Agnès Buzyn qui l'incarne avec le plus de crédibilité. Et ça passe par une victoire au second tour, le changement, Stanislas Guerini. Agnès Buzyn le dit, elle ne gagnera pas seule. Conviction de nos concitoyens. Elle ne gagnera pas seule. Rachida Dati dit la même chose. Est-ce qu'une alliance entre les deux est envisageable? Ce qui est certain, c'est qu'il faut rassembler les forces de la majorité. Je pense à Cédric Villani, bien entendu. Discuter avec lui? Bien entendu. Mais moi, j'ai toujours discuté avec lui, y compris dans les moments où notre candidat Benjamin Griveaux a été mis à terre. Et donc, nous sommes tournés vers Agnès Buzyn. Et elle a donné son envie là. Bien, nous avons continué à discuter. Et je souhaite ce rassemblement-là. Il le souhaite aussi? Il me semble. Je crois qu'il y a une volonté telle de changement, de trouver les points de convergence. Oui, ça me semble important de le faire, et c'est avec beaucoup de responsabilité qu'on envisagera ce deuxième tour. Mais avant le deuxième tour, je vais insister sur une chose, il faut convaincre les Parisiennes et les Parisiens. Je pense qu'on entre dans le moment où tout le monde se pose la question de qui sera le prochain maire de Paris, à qui on va confier cette grande charge pour les 6 prochaines années, et je pense que l'enjeu numéro 1, c'est de convaincre. Eh bien, merci beaucoup. Merci Stanislas Guerini d'avoir été avec nous ce matin. Merci Christelle. Demain, à votre place, ce sera la députée européenne Manon Aubry, la membre de la France Insoumise. Merci Stanislas Guerini. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui, nous parlerons des municipales à Paris, puisque le débat entre les candidats avait lieu hier soir. Et puis on parlera de cette étude du Cevipof faite par vous. Bruno, près de 2/3 des Français considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien. On va en parler. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. On poursuit notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction les Vosges, une petite commune de 300 habitants, les Voivres. Il y a 6 ans, les élus locaux ont milité pour que s'installe une jeune entreprise qui valorise la filière bois locale. 5 salariés au départ, elle en compte aujourd'hui 19. Elle commercialise ses produits dans toute la France et c'est tout un territoire qui en bénéficie. On va regarder ce reportage de Marion Vigreux et Béatrice Finzan. Et ces lunettes en bois que je porte sont du Made in Vosges, fabriquées dans l'entreprise Inbo, installée dans une petite commune, les Voivres, 300 habitants. Depuis le début de l'année, 9500 lunettes ont été commercialisées dans toute la France, preuve que la ruralité peut être une source de développement. Antoine Kochnek, on se trouve au cœur de l'atelier de l'entreprise Inbo que vous avez lancé il y a 5 ans avec 3 amis de l'École nationale du bois d'Épinal. Vous êtes originaire de La Rochelle, pourquoi avoir fait le choix des Vosges pour développer votre entreprise ? Donc nous, on est venus dans les Vosges pour nos études, donc à l'ENSTIB, et c'est durant nos études qu'on a eu l'idée de monter une entreprise ensemble. Mais c'est en parlant de ce projet autour de nous, en rencontrant un peu les acteurs de l'entrepreneuriat dans les Vosges, qu'on nous a proposé de venir nous installer dans ce bâtiment où on est encore aujourd'hui, avec tout un accompagnement, donc c'est-à-dire une bourse, une assistance juridique. Avec notre projet, on aurait été en ville, on aurait été en concurrence avec beaucoup d'autres gens qui auraient eu des projets peut-être de même envergure, et ça aurait été plus compliqué. Ici, en zone rurale, à la campagne, on est un peu sorti du lot. On a même fait un choix assez audacieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va agrandir notre bâtiment et au lieu de déménager, on a décidé de rester ici et de faire construire. Donc c'est vraiment aussi une volonté de notre part de prouver qu'on s'engage dans la région, on s'enracine dans le territoire. Installée sur la commune, cette couveuse d'entreprise accompagne les entrepreneurs désireux de valoriser la filière bois, clé de voûte de l'économie du département. Quentin Rémy, vous êtes chargé de mission ici à la couveuse d'entreprise de Les Voivres. Pourquoi celle-ci s'est installée sur ce territoire? Il y avait un potentiel, une demande? Ça s'est fait assez naturellement suite à la réussite des Inbo et on s'est dit que ce serait intéressant que d'autres potentiels entrepreneurs puissent bénéficier de ce qu'ils ont bénéficié. Actuellement, on accompagne 7 entreprises et le pari qui est fait est qu'en les accompagnant sur le territoire, elles vont développer un réseau sur ce territoire et elles n'iront pas ailleurs pour implanter leurs futures entreprises.
Manuel, vous êtes artisan designer. Après avoir travaillé pendant des années à l'étranger, vous êtes venu développer votre activité ici en zone rurale. Pourquoi ce choix? Donc, par rapport au fait d'avoir un réseau de partenaires, de sous-traitants qui est vraiment local, où tout le monde travaille ensemble, avec des distances très proches, où on peut justement échanger plus rapidement que d'être aux quatre coins du monde. Bonjour Michel Fournier, vous êtes le maire de Lévoivre. L'installation de INBO qu'on a découvert n'aurait pas été possible sans l'investissement des collectivités locales? Oui, l'investissement, c'est bien de préciser des collectivités, parce que en fait, il y a la commune, il y avait la communauté de communes que je présidais qui s'appelait le Val-de-Vosges, il y a le pays d'Épinal, etc. Il ne peut pas y avoir des zones d'activité dans tous les villages, hein, c'est idiot. Mais sur des territoires donnés, il faut faire en sorte qu'effectivement des choses puissent se passer de manière à ce que l'ensemble du territoire soit irrigué. Est-ce qu'on peut dire que Lévoivre fait figure d'exemple en matière de ruralité? C'est pas figure d'exemple. On est une forme de vitrine de ce qui est possible. On démontre, et on a essayé de démontrer, et on continue à le démontrer, qu'avec peu de moyens, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais un exemple, on ne peut pas faire du copier-coller. Ce qui se fait au Voivre ne peut pas se faire forcément dans le village d'à côté. Mais le village d'à côté a autant d'atouts que le mien. Ville ou campagne, finalement, peu importe le lieu pour réussir et se développer, il faut en avoir l'envie et surtout accepter de jouer collectif. Et voilà pour ce reportage de Marion Vigreux et Béatrice Finzan. On va débuter ce club. Bonjour Jérôme Cordelier. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour Hugo Soutra. Bienvenue pour cette première. Et rebonjour Steve. On va commencer par ce reportage dans une petite commune des Vosges qui pose la question de la réindustrialisation, de la dynamique de ces territoires ruraux. C'est justement la une du courrier des maires Hugo ce mois-ci, vers une réindustrialisation heureuse, point d'interrogation. On le voit, c'est un bel exemple de réindustrialisation, de vitalité économique d'un territoire rural. Oui, et justement, ce qui est intéressant avec ce reportage, c'est qu'on voit que la soi-disant France périphérique et le monde rural n'est pas forcément condamné par avance par la mondialisation, par la métropolisation. S'il y a des élus qui ont une vision, qui ont décidé qui ont une vision et une stratégie politique, un projet territorial, il est possible d'essayer de faire venir des entreprises avec des cadres et des hauts potentiels, mais ça implique effectivement de réfléchir à une certaine stratégie. Cette entreprise INBO, elle fonctionne dans les Vosges parce qu'il y a des ressources avec le bois, il y a des sous-traitants, il y a des prestataires, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse se développer dans les Vosges. Et ce ne serait pas installé à Saint-Nazaire ni à Toulouse où il vaudrait mieux privilégier l'aéronautique ou l'industrie navale. C'est très spécifique aux Vosges. Je pense que chaque région peut développer comme ça des petites pépites et des petits talents en fonction de ses ressources locales. Et elle a fait avec ses atouts locaux et c'est les élus qui ont impulsé l'implantation de cette entreprise, mais d'autres aussi dans cette région pour redynamiser le territoire. Et vous posez cette question au début de votre dossier, Hugo, que peut encore le politique face à l'économie? Beaucoup, parce que déjà le politique pendant longtemps n'assumait plus n'avait plus de volonté industrielle. On se contentait d'une France sans usine, d'une France de services. Et aujourd'hui, c'est redevenu une affirmation politique des élus locaux comme du gouvernement, mais d'Arnaud Montebourg hier, de Yves Gégaud avant-hier. Et aujourd'hui, il y a vraiment une stratégie politique. Alors après, il y a beaucoup de choses qui font que ça ne se fera pas facilement. Il y a des questions environnementales, il y a des questions fiscales, il y a des questions territoriales. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a une stratégie politique et où il y a des idées, ce n'est plus forcément un vœu pieux que de réindustrialiser la France. Mais il y a encore beaucoup de choses à régler avant que ça puisse se faire dans tous les territoires. Et on voit, Jérôme, ces élus locaux qui sont en première ligne pour redynamiser leur territoire et éviter la désertification. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels un élu local et un politique peut donner tout sa mesure, son talent, son envergure. Évidemment, qu'est-ce que c'est que le rôle d'un politique et d'un élu local? C'est d'être un facilitateur, comme on dit, et de mettre autour de la table des intervenants, de faire jouer ses réseaux, ses relations pour faire venir un investisseur, de détecter des talents dans son territoire pour pouvoir et puis ensuite marier un investisseur avec un projet d'entreprise, essayer de fluidifier la créativité locale. Et donc ça, je veux dire, le rôle du politique, essentiellement, c'est ça.
Et donc là, un bon politique, il peut montrer toute sa mesure, et on a besoin de lui. Et c'est vrai que, et moi, à chaque fois j'ai la chance de pouvoir me balader un peu partout en France, moins maintenant, puisque avec la responsabilité du service politique, mais je trouve que on voit la vitalité, notamment dans ces zones rurales. On en parlait tout à l'heure avec Bruno Cotresse. On voit vraiment la force, et bon voilà, c'est là que je vais pas être lyrique, mais c'est là que bat le cœur de la France quand même. C'est beau quand même. Bruno. Non, c'est une fort bonne nouvelle, je trouve, à la fois pour la politique et pour le tissu microéconomique au plan local. C'est une très bonne nouvelle pour la politique de voir que des élus peuvent aider à faire émerger des projets qui sont des projets avec de l'emploi, qui sont des projets aussi parce que quand une entreprise se crée ou quand elle perdure au niveau local, elle ne fait pas vivre que ses salariés, il y a tout un tissu autour, il y a les familles des salariés en question. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Il y a de nombreuses années, j'avais participé à une étude sur des artisans ruraux et des chefs d'exploitation agricole dans la France du Centre, en Limousin en particulier. On avait observé déjà qu'un élu local pouvait appuyer, dans le cas que j'avais étudié, une famille qui avait un couple qui avait développé une entreprise de production de confitures et qui produisait ces petits fruits rouges et qui commercialisait eux-mêmes. Et ils n'avaient pas pu faire ça sans l'aide du maire qui les avait aidés à trouver un local, à les aider financièrement. Donc c'est absolument fondamental que les élus locaux puissent impulser des choses. Et enfin, pour nuancer un petit peu, l'élu peut beaucoup, mais en même temps, il ne faut pas être angélique. Il y a quand même un certain nombre de défis à relever. Dans les Vosges, dans ce village de 300 habitants, il faut réussir à faire venir l'ingénieur qui a un bac plus 4 ou un bac plus 5. C'est pas forcément évident. Et c'est aux élus aussi de créer le cadre de vie suffisamment attractif pour attirer ces populations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires ruraux qui se vantent d'avoir 5-6% de taux de chômage, mais derrière la carte postale, il faut aussi regarder que les entreprises ont du mal à recruter parce qu'il n'y a pas les profils en adéquation avec les ressources du territoire. Et on parle des élus, il faut dire peut-être un mot aussi de ce qu'a fait le gouvernement là-dessus. Vous en parlez dans votre dossier, ça s'appelle Territoire d'industrie. C'est plus d'1 milliard, je crois, qui a été mis sur ce projet par le gouvernement. C'est des projets qui sont en train d'éclore et qui seront financés, mais justement pour un petit peu essayer de faciliter les projets industriels et de faciliter le dialogue entre élus locaux et territoires. Il y a beaucoup d'élus qui disent il y a eu un bashing contre l'industrie, mais il y a aussi un bashing contre les petites villes et les villes moyennes. Et aujourd'hui, il faut avoir le cadre de vie, les services publics, les transports publics qui soient suffisamment attractifs pour faire venir des gens et dire moi, j'ai pas envie de vivre à Paris et j'ai envie de me réinstaller à Ancenis ou à Laval. Allez, on va continuer à parler de cette campagne municipale. On va reparler un peu plus de politique. On va voir ce qui s'est passé hier soir, Steve, puisqu'hier soir avait lieu le premier grand débat entre les candidats à la mairie de Paris. Et Steve, vous allez donc nous parler de cette grande confrontation. La grande confrontation, c'est l'intitulé choisi par LCI pour ce tout premier débat entre les candidats à la mairie de Paris. Ils sont 7, mais tous les regards étaient tournés vers le trio de tête dans les intentions de vote, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn et Rachida Dati. Rachida Dati qui, selon un sondage Harris Interactive, occupait avant ce débat la pole position dans la course à la mairie. Ça, c'est si on fait abstraction, bien évidemment, de la spécificité du scrutin parisien qui se joue en 3 tours et par quartier, par arrondissement. Plusieurs thèmes ont été retenus pour ce débat. La sécurité, la propreté, la pollution, la circulation, le logement, la solidarité et enfin le budget, Oriane. Et la sécurité qui est l'une des principales préoccupations dans cette campagne, l'une des principales préoccupations des Parisiens également. Premier thème du débat, donc la sécurité, c'est Anne Hidalgo qui a allumé la première brèche dans son viseur. Agnès Buzyn. Anne Hidalgo, elle a bien compris que son véritable problème, c'était Agnès Buzyn, qui est susceptible de lui grignoter quelques voix au premier tour, quelques précieuses voix qui pourraient au second tour se reporter vers Rachida Dati. Écoutez, Anne Hidalgo sur la nécessité d'une police municipale non armée. Il faut cette police municipale. Et pas armée. Pourquoi ne doit-elle pas être armée? Pour une raison très simple, c'est que la police municipale ne va pas remplacer la police nationale.
Voilà, après les premières flèches d'Anne Hidalgo, c'est Rachida Dati qui a pris le relais. Plein feu sur Agnès Buzyn et le bilan du gouvernement. Rachida Dati, pugnace et parfois mordante. Plein feu aussi sur le bilan d'Anne Hidalgo. Elle tire tous azimuts, hein, Rachida Dati. Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice et maire du 7e arrondissement, qui a tenté de se présenter un peu comme la candidate du renouveau. Pour Rachida Dati, il faut créer une police municipale. Une police municipale, oui, mais armée. Écoutez. Je souhaite une police municipale armée. Comment ça se passe? On met une antenne municipale dans chaque arrondissement, avec une ligne directe pour tous les habitants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un centre de supervision qui coordonnera d'ailleurs les caméras dans chaque arrondissement, parce que moi je souhaite qu'on augmente les caméras à Paris. Voilà, Rachida Dati, candidate du renouveau. Ça peut marcher, ça, selon vous? En tout cas, on voit que l'icône sarkozyste reste assez fidèle quand même à son personnage, au personnage qu'elle incarne aux yeux des Français. Et elle a su effectivement en même temps peut-être se renouveler, se ressourcer. Ça, je ne sais pas, renouveler, en tout cas se ressourcer. Rachida Dati, il faut quand même voir qu'il y a plusieurs mois, beaucoup d'observateurs disaient au fond, c'est où la campagne de trop, ou la campagne qui va définitivement mettre fin à sa carrière politique. On voit que c'est l'inverse qui est en train de se passer, sans doute, que c'est une campagne municipale qui est peut-être en train de relancer Rachida Dati. Et si les intentions de vote étaient réalisées lors du premier tour, c'est vrai que ça va devenir une personnalité qui, au sein de sa famille politique, les Républicains, va prendre ou reprendre une place assez importante. C'est la surprise de cette campagne, Rachida Dati, Jérôme? Son contexte, hein, il y a la dynamique voilà, et de son côté. Et bon, maintenant, il faut quand même jouer aussi avec Agnès Buzyn, hein, parce qui fait une campagne très courte, un peu sous forme de blitzkrieg, si on peut dire. Et que hier au débat a été, elle est quand même assez novice dans ce genre d'exercice par rapport à Anne Hidalgo ou Rachida Dati, et elle a montré quand même qu'elle était assez pragmatique sur les dossiers. Vous parliez des caméras, elle aussi veut, je crois, 5000 caméras dans Paris, quoi. Donc, et on sent que c'est... Un programme assez sécuritaire, hein, d'Agnès Buzyn. Oui. Comme de beaucoup de candidats de la République En Marche d'ailleurs, hein, dans les grandes villes. Hein. Et puis elle joue un peu plus sur sa personnalité un peu plus consensuelle, qu'elle est face à deux adversaires qui sont assez clivantes chacune dans son domaine, hein, Anne Hidalgo et Rachida Dati. Donc elle joue. Et puis il y a aussi, il faut aussi ne pas oublier Cédric Villani, qui a fait forte impression aussi hier, justement par son côté à la fois de terrain, c'est-à-dire je trouve une connaissance assez forte du terreau parisien, et puis en même temps, ce qui a manqué à d'autres candidats, je trouve, une espèce de vision du Grand Paris, enfin, une espèce de vision d'avenir ancrée un peu avec les nouvelles technologies, etc. Donc, parce que les débats, là, c'était très intéressant. D'abord, moi, je trouve sincèrement que ces débats sont trop longs. C'est-à-dire que vraiment, il y a des tunnels, enfin, voilà, on essaye même de faire des petits gadgets, des petits trucs, bon, voilà, mais c'est quand même très, très long. Et puis, c'est vrai qu'on sent que les politiques veulent faire du quotidien, que les journalistes se disent, voilà, les vraies vies des Français, c'est dans les quotidiens, mais bon, dans un débat politique, ça peut être assez ennuyeux quand même, hein. C'est-à-dire que faire voilà, tout un débat sur les crottes de chiens, c'est passionnant. Évidemment, ça engage notre vie à tous, mais bon, c'est aussi pas mal d'avoir de la hauteur de vue, surtout de la vision de territoire. Puisque vous parlez de ça, on va parler de second thème de ce débat, c'était la propreté. Paris est sale, très sale, hein, c'est ce qu'ont dit tous les candidats hier, il faut nettoyer Paris, Steve. Y compris Anne Hidalgo. Effectivement, il faut nettoyer ses crottes parce que Paris est sale, Paris est très sale. Tous les candidats s'accordent sur ce point. Il faut nettoyer Paris. Alors comment on fait ça? Pour Agnès Buzyn, il faut réorganiser les services d'entretien. Il faut les privatiser façon Startup Nation. Un peu, écoutez. Je veux 1000 managers de rue qui seront des gens qui, quand on descend dans la rue, que la rue est pleine de déchets, avec des encombrants ou abîmés, qu'on puisse téléphoner à quelqu'un, qu'on puisse joindre quelqu'un qu'on connaît, qui est responsable d'un quartier ou de quelques rues et qui permettra immédiatement d'être réactif. Agnès Buzyn, on l'a senti parfois un peu en retrait. Elle a imprimé sa marque, selon vous, enfin? Peut-être en fin de débat. Moi, j'ai trouvé que pendant une très longue partie du débat, elle avait quand même beaucoup de mal à incarner une candidature pleinement très, très dense. On a vu que Rachida Dati, dès le début du débat, donne le sentiment d'être pleinement dans les starting blocks. Anne Hidalgo, elle est dans la position du maire sortant. Elle défend son bilan. Elle répond à toutes les attaques. Agnès Buzyn, j'ai trouvé que c'était plus compliqué au début
pour elle, pour incarner un candidat qui est totalement dans sa campagne. Elle semblait un petit peu, des fois, peut-être distante, etc. Puis progressivement, elle est rentrée dans le vif du sujet, notamment à la fin, en faisant des propositions plus précises à un moment donné. Hugo ? Le gros problème de cette campagne, c'est quand même les sujets qu'on aborde. Et au débat d'hier soir, comme disait Jérôme, propreté, sécurité. Mais on parlait tout à l'heure du maire des Vosges, dans les Vosges, des Wavres, de 300 habitants, qui a besoin d'une vision territoriale, d'un projet de territoire. C'est quoi le projet de territoire d'Agnès Buzyn ou de Rachida Dati face à Anne Hidalgo, hein. C'est quand même dommage. Un maire aujourd'hui, c'est pas que la réfection des nids de poules, la médiation des conflits de voisinage et le ramassage des crottes de chiens. Enfin, c'est quand même dommage qu'à Paris, où toutes les caméras sont braquées, on n'arrive pas à aborder des sujets un peu plus nobles que cela. Jérôme ? C'est sûr. Non, mais je trouve que c'est un peu il faudrait que le politique, parce qu'on sent bien, les politiques, c'est comme nous, les journalistes, on est un petit peu à la traîne de l'opinion publique, donc on essaie de raccrocher. Et donc de temps en temps, comme toujours dans ces domaines, on fait des mouvements de balancier. Donc alors on arrive sur le micro local, alors que c'est vrai que la noblesse de la politique, la noblesse du commentaire politique, c'est aussi de prendre d'être en surplomb et de prendre la hauteur de vue et de réfléchir à Paris. On a cette réflexion démocratique tous les 6 ans. Donc c'est bien quand même aussi d'essayer d'anticiper, dans un monde en profond bouleversement, d'anticiper un peu la vision de la capitale de la France pour ne serait-ce que les 10 ou les 12 années à venir. C'est vrai que c'est quand même intéressant, ça manquait. Et aussi une réflexion, il y a beaucoup de réflexions dans tous les domaines, hein. Réflexion institutionnelle, réflexion économique, voilà, on parlait de la réindustrialisation, c'est vrai qu'il y a aussi une réflexion à avoir à Paris sur comment Paris se distingue par rapport aux autres capitales européennes. On ne parle pas du tout des autres rivales européennes aussi, hein. Voilà. Les prix de l'immobilier qui sont flambés, enfin voilà, c'est quand même tout ça, c'est quand même aussi des sujets importants. Et un dernier mot là-dessus, Bruno. C'est vrai que c'est compliqué, il s'agit pour eux de trouver le bon curseur entre des problématiques extrêmement, on va dire, vie quotidienne. Et en même temps, s'ils partaient dans de grands projets, tout le monde leur dirait mais c'est infinançable, c'est infaisable. Voilà. Alors, vous êtes stratosphérique. Voilà, on a eu quelques annonces de grands projets, mais évoqués de manière extrêmement générale, creuser de grands tunnels, redécouvrir une rivière enfouie, mais tout ça pose tout de suite la question de quand, qui paye, combien de temps ça prend. Donc le curseur est quand même très difficile pour eux à trouver, mais j'ai trouvé effectivement singulièrement absente une vraie réflexion, comme on disait à une époque, d'aménagement du territoire, en tout cas de réflexion sur les différents niveaux territoriaux, Paris par rapport au Grand Paris, le Grand Paris par rapport aussi aux départements qui sont autour de l'Île-de-France. Il y avait singulièrement, je trouve, une absence de réflexion sur ce que ça veut dire aujourd'hui être une grande métropole, justement par rapport aux grandes métropoles européennes. C'est une des particularités de la France d'avoir ce millefeuille de territoire et cette myriade de communes. On représente un nombre conséquent des communes en Europe et il n'y a pas beaucoup de réflexion sur comment on se positionne par rapport aux dynamiques des grandes métropoles en Europe. Allez, on va passer au dernier thème de ce club. On va parler des relations entre les Français et les politiques. Et la politique, on va se pencher sur cette étude du Centre de recherche de la vie politique de Sciences Po. C'est la 11e vague du baromètre de la confiance politique. C'est vous, Bruno Cotresse, qui avez dirigé cette enquête. Avant d'en parler, on va regarder les principaux enseignements avec Jonathan Dupriez. Les Français sont clairs. Méfiance, voire dégoût sont les termes qu'ils associent en premier lieu lorsqu'ils pensent à la politique. Selon le dernier baromètre du Centre de recherche politique de Sciences Po, 2/3 des personnes interrogées considèrent que la démocratie du pays ne fonctionne pas bien. Un sentiment renforcé par une défiance profonde envers le personnel politique. Plus de 70% des sondés jugent les hommes et les femmes politiques plutôt corrompus. Et 80% d'entre eux estiment qu'ils ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens. Après 3 ans de macronisme à la tête de l'État, la fracture qui sépare les élus et les responsables politiques des Français ne s'est pas résorbée. Le président en avait même fait l'aveu en 2018. Emmanuel Macron admettait ne pas avoir réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Et si l'on compare la confiance accordée par les Français aux institutions sous le quinquennat Hollande, la situation semble même s'être légèrement dégradée sous le mandat Macron. Selon le Cevipof, 31% des Français disaient avoir confiance en l'institution présidentielle sous François Hollande, contre 29% sous Emmanuel Macron.
Et l'écart s'amplifie quant à la confiance en l'Assemblée. 37% des Français faisaient confiance à la Chambre basse sous François Hollande, 28% sous Emmanuel Macron. Le baromètre du Cevipof fait aussi apparaître une donnée inquiétante. Si les Français font toujours confiance aux institutions publiques qui assurent leur protection, comme l'armée ou les hôpitaux, la confiance des Français envers l'institution policière s'effondre par rapport à l'année dernière. Seulement 2/3 des Français déclarent avoir confiance en la police, c'est 8 points de moins qu'en 2019. Un déficit de crédit que le Cevipof explique par la violence des affrontements entre policiers et manifestants lors de la crise des Gilets jaunes. Bruno Cottrell, c'est vous qui avez dirigé cette enquête. Comment vous avez travaillé d'abord ? D'abord, c'est une enquête qui est répétée par le Cevipof depuis maintenant 11 ans. Donc, on a un modèle de départ qu'on a amélioré, qu'on a perfectionné. Et puis, cette année, on a introduit une très grande innovation qui est que pour la première fois, cette enquête est comparative entre 3 pays européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, de manière à établir des comparaisons. Est-ce que la France, c'est bien le pays toujours de la défiance, du pessimisme socio-économique, social et de la défiance politique ? L'enquête le confirme assez largement. Alors, on pourrait y voir une bonne nouvelle dans cette enquête, puisqu'il y a quand même une remontée de la confiance, mais vous le dites, c'est une hausse en trompe-l'œil. Oui, parce que nous avions observé l'an passé un effondrement. L'an passé, nous avions observé au cœur de la crise des Gilets jaunes, et on avait vu un effondrement de tous les indicateurs, de toutes les dimensions de la confiance politique. Jamais la défiance n'avait été aussi élevée qu'il y a un an. Donc cette année, on remonte par rapport à ça. On remonte des fois un tout petit peu plus que par rapport à il y a 2 ans, mais globalement, nous restons fortement inscrits dans ce périmètre de la défiance. La France, ça reste au jour d'aujourd'hui, notamment quand on la compare à ces 2 autres pays européens, ce pays de la défiance, avec toutes les dimensions de la défiance, c'est-à-dire le sentiment que les hommes et femmes politiques ne sont pas empathiques, on l'a dit tout à l'heure, qu'ils ne méritent pas beaucoup de respect. Il y a pratiquement 40% qui le disent aujourd'hui. Le sentiment que le système démocratique ne fonctionne pas bien et que les Français ne voient pas bien où est le débouché, où est la fenêtre qui un jour va s'ouvrir et faire respirer à nouveau le système démocratique. Et très dur sur les politiques eux-mêmes. Il y a plus de 70% qui pensent que les politiques sont plutôt corrompus. 80% qui pensent que les politiques ne se préoccupent pas de leurs problèmes. C'est inquiétant quand même sur la vision qu'ont les Français de leurs hommes politiques. Par ailleurs, comme l'an dernier, nous observons un peu plus de 50% qui disent qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des partis politiques et des syndicats. La popularité des syndicats ne s'est nullement améliorée. On aurait pu penser que le rôle important que le gouvernement leur a donné dans le cadre de la réforme des retraites, de les remettre un peu au centre du jeu. On a le même pourcentage de confiance. Il n'y a que 27% des Français qui ont confiance dans les syndicats. Il n'y a que 13% qui ont confiance dans les partis politiques. La confiance dans les médias remonte un petit peu, mais globalement, on va dire que toutes les fonctions qui, dans le système démocratique, incarnent la médiation des citoyens par rapport à l'univers très loin pour eux de la politique, ne sont pas très bien perçues. Jérôme ? Oui, c'est vrai que c'est une enquête qui corrobore. C'est vrai que je suis assez étonné par le fort déficit voilà, c'est sûr qu'on est. Moi, je trouve que pour ma part, on est très sévère vis-à-vis des responsables politiques parce que on leur demande tout, on leur demande d'être omniscients, de s'intéresser à tout. Enfin, on est en train de débattre sur les municipales. Il faut quand même voir ce que c'est que la vie d'un maire, à la fois d'une petite commune, mais aussi d'une grande ville, quoi. Ce sont des gens d'abord qui gagnent, nous, au point, c'est ce qu'on pense aussi, c'est que ce sont des élus qui gagnent très peu leur vie par rapport à d'autres et par rapport à l'ampleur de leurs responsabilités. Ils devraient gagner 2-3 fois ce qu'ils gagnent. Et là, c'est des gens qui consacrent, qui se sacrifient pour leur vie, et ça c'est la réalité. Et on voit souvent que des postures médiatiques, et donc on tape dessus. Donc ce sont des punching balls assez commodes de la démocratie, et puis ça permet à chacun devant son poste de télévision de ne pas faire son propre examen de conscience, parce que le problème de la démocratie, c'est un problème qui concerne chaque citoyen. C'est pas uniquement à quelqu'un à qui on aurait remis un mandat et qui serait comptable de tout. Hugo ? Et je trouvais très intéressant l'étude du Cevipof, justement, qui met aussi en garde contre l'arrivée de régimes plus autoritaires, si justement il n'y a pas de changement et d'amélioration aussi de la démocratie représentative. Et je pense que les citoyens doivent faire leur examen de conscience, mais il y a une étude, un livre blanc de l'Observatoire de l'éthique publique récemment, qui montrait justement que finalement les ministres s'étaient un peu remis en cause avec la création de la haute autorité de la transparence.
gouvernance, les parlementaires également, et qu'aujourd'hui, le trou noir un petit peu de la démocratie, c'était les élus locaux, où il y a quand même encore un certain nombre de choses à améliorer dans la démocratie locale, de contrôle, de transparence, des frais de représentation, etc., mais aussi peut-être de mieux associer l'opposition aux travaux délibératifs de la commune, pour pouvoir faire du débat et trouver des solutions aux problèmes des Français. C'est clair qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Néanmoins, les Français accordent davantage de confiance aux élus locaux. Le conseil municipal, il a 60% de confiance. Le maire, il a 63% de confiance. C'est nettement au-dessus des députés, des sénateurs, des conseillers départementaux eux-mêmes. Donc on voit qu'il y a effectivement toujours quand même dans l'incarnation de la fonction politique au niveau local, le fait que les Français ont le sentiment qu'au niveau local, on peut mieux évaluer l'action du maire, on peut mieux aussi la voir, parce que lorsque le gouvernement ou le président de la République dit « je vais changer votre vie », on a du mal un peu à le voir les uns et les autres, mais lorsque l'élu local dit « je vais faire un parking », ça on peut le voir. Effectivement, et deuxième point sur lequel je voudrais rebondir, effectivement, dans l'enquête... du coup, Bruno, pardon. Voilà, rapidement, non, allez-y rapidement. On a une donnée qui est un tout petit peu inquiétante, un signal d'alarme ou d'alerte doit s'allumer. On a 41% des personnes interrogées qui déclarent qu'il vaudrait mieux avoir un peu moins de démocratie et plus d'efficacité. Ouais, effectivement. On précise que c'est publié dans l'Obs cette semaine. C'est publié dans l'Obs aujourd'hui, dans leur version papier et sur leur site. Voilà, merci beaucoup Bruno, merci pour cette étude très intéressante. On va continuer, avant de se quitter, on va regarder la une de vos quotidiens régionaux avec Steve. Steve, à la une de la presse ce matin, coronavirus et municipal. Une ombre plane sur le scrutin, l'ombre du coronavirus, nous dit l'Ardennais. Pour l'heure, pas de report des municipales envisagé, mais l'Ardennais nous dit que la campagne est d'ores et déjà perturbée dans la région. Ces perturbations pourraient avoir des conséquences sur les résultats du scrutin, Oriane. Et coronavirus toujours, les EHPAD s'organisent. Les personnes âgées, on le sait, sont les plus fragiles. Elles sont donc en première ligne face au virus. Du coup, les maisons de retraite prennent des mesures, nous dit l'Éclair, alors qu'un premier patient porteur du virus a été hospitalisé à Bayonne. Les maisons s'organisent, les mesures mises en œuvre sont à retrouver dans votre quotidien. Coronavirus encore, les grandes surfaces en flux tendu. La Voix du Nord qui s'intéresse aux conséquences de la ruée des consommateurs vers les rayons. Les grandes surfaces sont sur le qui-vive face aux réactions parfois irrationnelles des clients qui souhaitent faire des provisions, des réserves. Les supermarchés réapprovisionnent leurs stocks pour faire face donc à ces pics de consommation. Et on termine avec la mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit. 3 mois de mobilisation, titre la Marseillaise. Depuis le 5 décembre, les opposants au projet du gouvernement ne désarment pas. Une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui dans la cité phocéenne, Oriane. Merci beaucoup Steve. Avant de se quitter, on va parler du palmarès, d'un palmarès à lire sur le point.fr. Jérôme, c'est ce palmarès des 300 villes les mieux gérées de France. Alors il fait suite au palmarès dont on avait parlé, des 80 premières villes. Voilà, on avait fait les métropoles, maintenant on fait les villes de 20 à 64 000 habitants. C'est fait par l'IFRAP Agnès Verdier-Molinier. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est un palmarès de comptes publics, c'est-à-dire qu'ils ont décortiqué les comptes publics, le niveau de dette, d'investissement, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel, en mettant une note, en montrant l'évolution sur un mandat, c'est-à-dire on prend la situation en 2014 et en 2018, donc on voit l'évolution de certaines communes, c'est toujours passionnant, ça éclaire le vote, et ce que dit Agnès Verdier-Molinier, qui est aussi intéressant puisqu'on parlait de démocratie locale, c'est que on n'y voit pas toujours clair dans le maquis des comptes publics, notamment par exemple, vous savez, il y a les comptes, les budgets des communes, mais il y a aussi les budgets annexes. Et donc il y a beaucoup d'investissements et de dettes qui sont transférés à des budgets annexes où on n'a pas toujours accès. Enfin voilà, donc là aussi, il y aurait un effort de transparence à faire. Et donc, juste un mot, qui est le bon élève du coup? Alors il y a 2 très bons élèves qui sont Neuilly-sur-Seine et Saint-Germain-en-Laye. Et puis, il y a aussi Creil, Roanne, par exemple. Et dans les mauvais élèves, on a, là aussi, ça peut alimenter certaines conversations. Fréjus, géré par David Racheline du Rassemblement national depuis 2014, est dans une situation financière catastrophique. Et aussi d'autres villes. Beaucoup du sud, c'est ce qu'on avait vu déjà pour les 80 premières villes, beaucoup du sud-est, c'est-à-dire peut-être il y a un tropisme culturel là-bas dans la gestion publique, mais en tout cas, Aubagne, Agde sont des communes qui ont des indicateurs qui sont pas très bons.
Et ce palmarès, il est à lire sur lepoint.fr. Un mot, Jérôme, sur votre une de cette semaine, ceux qui croient en la France. Oui, c'est une antidote au contexte actuel, c'est-à-dire à la morosité ambiante de l'actualité qu'on voit sur toutes les ondes et dans tous les journaux. Et donc, on a pris le parti, c'est-à-dire que là aussi d'être plus positif et plus constructif, hein, parce que c'est une information importante et qui est peu dite, curieusement, que j'ai appris dans Le Point, c'est que la France est le deuxième pays européen sur le niveau des investissements étrangers. Donc ça, voilà, donc on serine, voilà, on bat notre coulpe en permanence en disant que ce pays est dernier, mal géré, avec une classe dirigeante terrible. Et puis en fait, dans les chiffres et dans les données, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer en France. Et contre la morosité ambiante, il faut lire Le Point. Donc voilà. cette semaine, hein, à lire. Allez. Heureux en France. Ceux qui croient en la France, c'est à lire dans Le Point. Bruno Cotresse, merci beaucoup. On a parlé de votre étude, on va regarder votre livre, hein, Histoire d'une révolution électorale. Hugo, merci beaucoup. On va revoir la une du Courrier des Maires ce mois-ci vers une réindustrialisation heureuse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. L'invité politique Manon Aubry, députée européenne, membre de la France Insoumise. À demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.